Bienvenue pour un voyage à la découverte de 15 faits époustouflants sur l'Ouzbékistan, le pays dont vous ignorez probablement tout. Numéro 15. Le pays doublement enclavé. Niché au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan est un pays sans accès à la mer. Mais sa particularité la plus étonnante est la suivante. L'Ouzbékistan est l'une des deux seules nations au monde, avec le Liechtenstein, à être doublement enclavé. Cela signifie que non seulement le pays n'a pas de littoral, mais que tous ses pays voisins sont eux-mêmes enclavés. Avec une superficie d'environ 448 000 km², une taille comparable à celle de la Californie, l'Ouzbékistan est le troisième plus grand pays d'Asie centrale. Il abrite d'innombrables trésors fascinants et mystérieux. Le nom Ouzbékistan signifie terre des Ouzbeks, un groupe ethnique qui constitue plus de 80% de ses plus de 35 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé de la région. De manière impressionnante, le pays affiche un taux d'alphabétisation quasi parfait de 99%, rivalisant avec de nombreuses nations développées. La langue officielle est l'ouzbek, mais le russe y est également très répandu. Statistiquement, l'Ouzbékistan bénéficie de 265 jours de soleil par an. Cependant, le climat n'est pas doux toute l'année. Les étés peuvent être torrides, atteignant jusqu'à 45 degrés Celsius, tandis que les hivers peuvent voir les températures chuter en dessous de moins 20 degrés Celsius. Paradoxalement, c'est ce climat rigoureux qui permet de produire certains des melons les plus sucrés au monde. Autre fait fascinant, l'Ouzbékistan était autrefois une plaque tournante de la route de la soie, un carrefour où marchands, explorateurs, mathématiciens et astronomes, de l'Europe à la Chine, devaient passer. Aujourd'hui, des villes comme Tachkent, Samarcande et Kokand sont des destinations de voyage prisées, célèbres pour leur architecture unique, leur riche histoire et leurs sites culturels vibrants. Numéro 14. Une terre qui aspire en silence à l'indépendance. Lorsque vous entendez le nom Karakalpakstan, vous pourriez penser à une nation indépendante. En réalité, c'est une république autonome au sein de l'Ouzbékistan. Ce qui est surprenant, c'est que le Karakalpakstan couvre près de 40% de la superficie totale du pays. Malgré son statut, cette région est reconnue internationalement comme faisant partie de l'Ouzbékistan. Sa population n'est que d'environ 2 millions d'habitants, mais ils possèdent leur propre parlement et leur propre constitution. Autrefois, cette constitution incluait une clause autorisant un référendum sur l'indépendance sous certaines conditions. Cependant, cette clause a été récemment supprimée par le gouvernement central dans le but de réduire son autonomie, ce qui a provoqué d'importantes manifestations en 2022. Le désir d'indépendance et d'autogestion du peuple Karakalpak persiste. Les Karakalpak ont leur propre langue turcique, des vêtements brodés à la main, des maisons traditionnelles en forme de dôme et une vie culturelle centrée sur l'élevage et la pêche. Dans sa capitale, Nukus, le musée d'Arsavitsky est un trésor culturel caché, exposant des dizaines de milliers d'œuvres d'avant-garde. La vie au Karakalpakstan est rude, avec peu de ressources et une faible industrialisation. Ironiquement, de nombreux habitants quittent la région pour chercher de meilleures opportunités dans d'autres parties de l'Ouzbékistan. Pourquoi pensez-vous que le Karakalpakstan désire si ardemment son indépendance? Ne bénéficierait-il pas davantage en restant une partie de l'Ouzbékistan? Numéro 13. Les femmes sont-elles des citoyennes de seconde zone en Ouzbékistan? Il existe un stéréotype selon lequel l'Ouzbékistan est un pays musulman conservateur où les femmes sont des ombres silencieuses, entièrement voilées et soumises à leur mari. Cependant, si vous visitez Tachkent en été, vous réaliserez vite que la réalité est bien différente. Les femmes ouzbèques ne se couvrent pas seulement le visage, mais elles portent aussi des jupes courtes, des jeans, des t-shirts et même des hauts déboutonnés par 40 degrés. Les tenues traditionnelles, comme les longues robes de brocart ou les foulards, sont généralement réservées aux occasions spéciales comme les mariages ou les fêtes religieuses, et non comme un uniforme social quotidien. Dans les grandes villes, les femmes dirigent des entreprises, enseignent dans les universités, travaillent dans les médias et la politique, et peuvent même être à la tête d'une équipe entièrement masculine. Sur les transports en commun, les hommes ouzbeks pratiquent encore une courtoisie à l'ancienne, cédant leur place, aidant à porter des sacs lourds et ouvrant les portes pour les femmes, non pas par condescendance, mais par pure politesse traditionnelle. Étonnamment, 17,5% des politiciens en Ouzbékistan sont des femmes, ce qui place le pays au troisième rang des anciens pays soviétiques en matière de représentation féminine, bien au-dessus de la Russie, 9,8%. Grâce à ces progrès, il est de plus en plus courant que les femmes ouzbèques fréquentent et épousent des étrangers. Numéro 12. L'art du funambulisme. Qui marcherait sur une corde fine comme un fil, suspendu dans les airs, juste pour les applaudissements. Cela semble fou, mais en Ouzbékistan, c'est un art respecté et célébré, presque aussi populaire que le football. Le numéro de funambulisme appelé darboz
est l'une des performances les plus appréciées lors des grands festivals comme Navruz, le jour de l'indépendance ou les foires de village. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. De nombreux artistes d'Arbose peuvent marcher sur des cordes à des hauteurs allant jusqu'à 50 mètres. C'est une tradition culturelle profonde, transmise de génération en génération, certaines familles se spécialisant dans le darbose depuis des siècles. Les artistes portent généralement des costumes brodés et des chaussures souples, se déplaçant avec une légèreté qui donne l'impression qu'ils flottent. Alors, si jamais vous vous trouvez en Ouzbékistan et que vous voyez une foule regarder le ciel au lieu de leur téléphone, il y a de fortes chances qu'un héros de la corde captive leur attention. Numéro 11. Est-ce que tous les hommes ont plusieurs épouses? Vous ne le savez peut-être pas, mais la loi ouzbèque interdit strictement la polygamie. Si un homme vit avec plus d'une femme, il risque des sanctions administratives, voire des poursuites pénales. La plupart des Ouzbeks, en particulier dans les villes, s'opposent fermement à la polygamie. Cependant, la réalité est plus complexe. Selon le Coran, un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses s'il peut subvenir aux besoins de toutes. Dans un pays où 90% de la population est musulmane, la polygamie reste assez courante. De nombreux hommes organisent des cérémonies de deuxième ou troisième mariage selon la mode islamique traditionnelle, en présence de la famille et des amis, sans aucune formalité administrative. Ces mariages non enregistrés ne sont pas protégés par la loi, ce qui signifie que les secondes épouses n'ont aucun droit de succession, ni de pension. Elles dépendent entièrement de l'homme. Pourtant, de nombreuses femmes, en particulier les plus âgées, divorcées ou veuves, acceptent d'être des secondes épouses pour des raisons économiques ou sociales, estimant que c'est mieux que de vivre seule dans une société qui valorise le mariage. Numéro 10. Tachkent la nuit, quand l'Asie centrale ne dort jamais. Si vous pensez que l'Ouzbékistan n'a pas de vie nocturne, vous n'êtes clairement jamais allé à Tachkent. De jour, la ville est calme, mais la nuit, elle s'anime d'une énergie incroyable, avec des lumières vives et de la musique. Les rues du centre-ville, ensoleillées le jour, deviennent des avenues animées, remplies de chevrolets blanches, le symbole national, qui se dirige vers les lieux de divertissement. Tachkent a tout pour une nuit blanche, des bars chics sur les toits avec vue sur la tour de télévision, des pubs de style est-européen avec de la musique acoustique, et des clubs animés où les DJ locaux mélangent deep house et air folklorique d'Asie centrale. De nombreux endroits restent ouverts jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Il y a même des cafés ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 où étudiants, jeunes et couples se retrouvent pour discuter, travailler ou simplement attendre le lever du soleil. Fait intéressant, voir des femmes ouzbèques sortir la nuit n'est ni tabou ni sensible. Au contraire, elles s'habillent de manière moderne et élégante, savourant des cocktails, parlant affaires ou dansant sous des lumières LED. Des groupes de rue se produisent sur les trottoirs, créant une scène romantique qui rivalise avec Paris ou Madrid. Numéro 9. La folie du sourire en or. Ce n'est pas un hasard si vous voyez tant de sourires dorés. L'Ouzbékistan abrite la mine d'or de Murinto, la deuxième plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. Ici, l'or n'est pas seulement destiné à l'exportation. Il est profondément ancré dans la vie quotidienne de manière unique, décorant les dômes, les pâtisseries et surtout, les dents. Oui, vous avez bien entendu. Les dents en or sont une tradition de longue date chez les femmes ouzbèques, en particulier dans les zones rurales. Un sourire doré, avec des dents brillantes qui scintillent lorsqu'elles parlent, est une image frappante pour de nombreux visiteurs. Ici, plus vous avez de dents en or, plus vous êtes considéré comme aisé, un peu comme les montres de luxe ou les sacs de créateurs en Occident. Certains voient les dents en or comme un compte d'épargne portable que l'on peut vendre en cas de besoin. Bien que les jeunes citadins préfèrent aujourd'hui des dents blanches et modernes, à la campagne, un sourire en or est toujours à la mode. Numéro 8. Une marque de voiture américaine adorée par l'Ouzbékistan. Si vous visitez l'Ouzbékistan et vous demandez pourquoi 4 voitures sur 5 sont des Chevrolet, vous ne vous trompez pas. En 2019, Chevrolet représentait 94% du marché des voitures et des camions légers ici. Chevrolet n'est pas seulement populaire, c'est la marque nationale en Asie centrale. Depuis 2008, General Motors s'est associé au gouvernement ouzbek pour construire une usine à Asaka, produisant plus de 250 000 véhicules par an et faisant de Chevrolet la seule marque nationale produite localement. Cette production locale signifie que les Ouzbeks peuvent acheter des voitures pour 7 000 à 14 000 $, la plupart des taxes à l'importation étant supprimées. Cela rend les marques étrangères comme Toyota ou Volkswagen hors de portée. Numéro 7. L'amour des bains de vapeur. Au cœur du désert aride de l'Ouzbékistan, il y a quelque chose que les gens chérissent, le bain de vapeur traditionnel ou hammam. Pour les Ouzbeks, le bain n'est pas seulement une question de propreté, c'est un rituel social, une façon de purifier le corps et l'âme. Cette tradition remonte à l'époque de la route de la soie.
Beaucoup de hammams à Boukhara ou Samarcande ont plus de 600 ans, avec des dômes en pierre, la lumière du soleil filtrant à travers le plafond et des parfums d'herbes flottant dans la vapeur. Contrairement aux bains publics japonais, les hammams ouzbeks sont des lieux animés, intimes et pleins de rire, où les gens socialisent, discutent de politique ou partagent des astuces de cuisine. Dans certaines régions, les mariés visitent le hammam avec leur mère avant le mariage pour chasser la malchance et commencer leur nouvelle vie, rafraîchie et en paix. Numéro 6. La culture du thé. En Ouzbékistan, le thé est bien plus qu'une boisson, c'est le battement de cœur de la vie quotidienne. C'est un salut, une conclusion, un lien entre les gens. Chaque repas commence et se termine par du thé chaud. Les Ouzbeks peuvent boire 5 à 7 tasses par jour. Ce qui surprend de nombreux visiteurs occidentaux, c'est que les hôtes ne versent qu'une petite quantité de thé dans votre tasse. Ce n'est pas de la radinerie, c'est une coutume subtile. Si les invités demandent plus de thé, cela signifie qu'ils se sentent à l'aise et veulent rester plus longtemps. Dans la fertile vallée de Fergana, les gens préfèrent le thé vert doux, parfois avec de la menthe. Dans la région plus désertique de Khorezm, ils optent pour un thé noir fort, siroté lentement. Servir le mauvais thé peut être considéré comme un faux pas. Numéro 5. Les gens vivent dans des yourtes ou des maisons en briques de terre. L'Ouzbékistan va agréablement vous surprendre en matière d'habitat. Dans les zones rurales, les tentes rondes en feutre blanc, appelées yourtes, sont toujours une demeure estivale de prédilection. Elles sont fraîches, faciles à monter et reflètent l'esprit nomade des ancêtres ouzbeks, turkmènes, kazakhs et kirghizes. On voit même des yourtes installées dans les arrière-cours, servant de salon d'été. Dans des villes comme Tachkent ou Samarcande, l'architecture est différente mais tout aussi unique. Comme le pays est sujet aux tremblements de terre, les gens ne construisent pas de gratte-ciel. Les bâtiments les plus hauts ne dépassent généralement pas 4 ou 5 étages, conçus pour résister aux secousses. Cela garantit non seulement la sécurité, mais maintient également des paysages urbains ouverts et aérés, contrairement à de nombreuses villes asiatiques. Numéro 4. Des marmites de riz de mariage géantes et des danses d'adieu. En Ouzbékistan, au cœur de l'Asie centrale, un mariage est une occasion pour tout le village de cuisiner ensemble. C'est une tradition sincère appelée la cuisine communautaire du pleuve. Vous n'êtes pas seulement invité à manger, vous pouvez même aider à remuer la marmite. Avant le mariage, un rassemblement culinaire commence à l'aube, généralement chez le marié. Les parents masculins les plus proches et les voisins se réunissent autour d'une marmite à pleuve géante, pouvant atteindre 1,5 m de large. C'est une scène animée avec de la musique folklorique et du thé vert. Demandez à un Ouzbek pourquoi ne pas simplement réserver un restaurant, et il vous répondra « parce qu'on ne peut pas sous-traiter la famille ». Numéro 3. Danse du désert et festival toute l'année. Bien qu'entouré par le désert, l'Ouzbékistan possède un calendrier de festivals dynamiques tout au long de l'année. Le plus célèbre est Navruz, le 21 mars, la célébration traditionnelle du Nouvel An qui marque le premier jour du printemps. Tout le pays s'illumine de danses folkloriques, de festins de pleuves géants et de la préparation du sumalak, une bouillie sucrée. Ensuite, il y a le festival de la soie et des épices en mai à Boukhara, qui plonge les visiteurs dans le monde des marchands du Xe siècle. En été, le Karakalpakstan accueille la journée du melon. En automne, le festival culturel de Samarcande rassemble des artistes de plus de 50 pays. Et chaque octobre, l'Ouzbékistan accueille le Festival international du film de Tachkent, le plus grand événement cinématographique de la région. Numéro 2. Un paradis pour les gourmands. Le plat le plus emblématique est le pleuve, un pilaf de riz cuit avec de l'agneau, des carottes, des oignons et de l'ail, souvent servi avec des pois chiches ou des raisins secs. Mais le pleuve n'est pas juste du riz frit. Il en existe plus de 60 variantes à travers le pays. À Tachkent, vous pouvez trouver des marmites de pleuve servant plus de 1000 personnes lors d'un mariage traditionnel. Le pain, ou non, est presque sacré. Il est interdit de le poser à l'envers ou par terre, car ce serait un manque de respect envers la bénédiction du ciel. Chaque région a son propre style de pain. Si vous pensez que seuls les Européens ont des fromages de spécialité, essayez le kumi, du lait de jument fermenté, une boisson légèrement alcoolisée au goût surprenant. Numéro 1. Le coût de la vie en Ouzbékistan. Le coût de la vie en Ouzbékistan est l'un des plus bas au monde, surtout comparé aux normes américaines ou européennes. Un repas dans un restaurant local coûte entre 3 et 5 $, tandis qu'un repas de style occidental plus chic coûte entre 10 et 15 $. Un cappuccino ne coûte que 1,50 $. Le loyer est également incroyablement abordable. Un appartement d'une chambre dans le centre de Tachkent coûte entre 250 et 400 $ par mois. Les charges mensuelles électricité, eau, internet,
gaz ne dépasse généralement pas 40 à 60 $. Un ticket de bus ou de métro coûte seulement 15 à 20 centimes, et une course en taxi en ville ne dépasse généralement pas 2 à 4 $. Avec ces coûts, l'Ouzbékistan devient un nouveau havre pour les retraités, les freelances ou les nomades numériques de l'Ouest qui veulent bien vivre tout en économisant de l'argent. Nous venons d'explorer ensemble la magnifique terre d'Ouzbékistan. Merci d'avoir regardé ce documentaire de voyage jusqu'à la fin. Nous espérons que vous continuerez à nous rejoindre dans nos prochains périples pour découvrir les merveilles du monde.